Et pour en parler ce matin, on reçoit Nicolas Normand. Bonjour. Bonjour. Ancien diplomate, vous avez notamment été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Et vous avez publié le Grand Livre de l'Afrique. C'est aux éditions Erol. Pour commencer, une question peut-être toute simple. Pour quel motif le M23 et les troupes rwandaises ont-elles pris le contrôle de Goma ? Alors, les versions sont évidemment opposées entre celle du Congo RDC, Kinshasa, et celle de Kigali, le Rwanda. Pour le Rwanda, ce serait une guerre préventive. Ils disent qu'ils sont menacés dans leur existence en tant que régime par le Congo RDC, et aussi ils disent qu'il y a un aspect ethnique qui serait important, que les Tutsis congolais seraient menacés de génocide, comme il y a eu un génocide en 1994 au Rwanda. Donc les Tutsis du Rwanda avaient été exterminés en bonne partie par le régime Hutu de l'époque en 1994, et ils ont le sentiment que les autres ethnies majoritaires au Congo RDC risque aussi d'exterminer les Tutsis congolais. Ça, c'est la version du Rwanda. Ça, c'est la version du Rwanda. Et il dénie évidemment tout intérêt économique. Donc, ce serait une guerre un peu préventive et de défense des Tutsis. Défendre leur régime et défendre les Tutsis, c'est le point de vue du Rwanda. Du point de vue du Congo, c'est une guerre de prédation pour s'emparer des richesses naturelles de l'Est de la RDC. C'est une région extrêmement riche sur le plan minier, en particulier pour le coltan, qui est minerai du Tantal, mais également d'autres minerais et de l'or aussi. Et en fait, il se trouve effectivement que les mines de cette région sont exploitées par des groupes rebelles. Et en fait, ça va vers le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda affiche une production de Tantal et de minerais rares énorme par rapport à ses propres ressources. Et clairement, c'est le pillage des ressources du Congo RDC. Il y a une ville qui s'appelle Rubaya, ville minière où est produit environ 15% du coltan mondial. Voilà, et alors justement, cette ville minière est complètement contrôlée par les rebelles à la solde du Rwanda. Et ce qui est étonnant, c'est que le Rwanda, c'est 100 fois plus petit que la RDC, 10 fois moins peuplé. Comment se fait-il que le Rwanda et le M23, en si peu de temps, arrivent à prendre le contrôle d'une ville Mais ça, c'est dû au fait qu'au Rwanda, vous avez un chef d'État qui est un chef de guerre, qui a pris le pouvoir en 1994, donc ça fait plus de 30 ans, et il est complètement en phase avec son armée, parce que c'est lui le chef de l'armée depuis 30 ans. Alors qu'en RDC, il y a une succession de chefs d'État, et actuellement, Félix Tshisekedi est un civil qui a vécu une partie de sa vie en Belgique et qui n'est pas en phase avec son armée. Déjà, cette armée a des problèmes structurels importants, logistiques, les soldats sont mal payés, mal équipés, et donc, en pratique, c'est une armée inefficace. D'un côté, vous avez une armée forte, structurée, motivée, bien payée, bien entraînée. De l'autre côté, vous avez une armée démobilisée, non formée et surtout mal payée, en fait, et donc qui n'est pas discipliné. Le Congo, l'ex-Zaïre, est-il un pays trop grand ? Nicolas Normand. Alors la question se pose effectivement. Vous savez qu'en Afrique, les gens prétendent que les problèmes viennent des frontières. Il y a le mouvement panafricaniste qui voudrait unir tous les pays. Mais la réalité, c'est que les petits pays sont souvent efficaces et les grands pays inefficaces. Et le cas du Rwanda et de la RDC le montre, mais c'est pas le seul cas. Vous avez des grands pays comme le Soudan qui s'est déjà cassé en deux. Vous avez le Mali qui est menacé également de scission au nord. Et donc les grands pays en Afrique ont du mal à être gérés parce que les États sont faibles. Les États ont peu de ressources, la fiscalité est très basse. Et ce sont des États qui ont une histoire courte puisqu'ils datent pour la plupart de 1960. Ce sont des États squelettiques qui ont du mal à administrer leur territoire. Il y a eu une conférence, la conférence de La Baule sous François Mitterrand, qui avait changé le principe, enfin changé, ou du moins édifié la démocratie comme étant le pilier de l'organisation africaine. Vous étiez quand même au cœur de votre carrière diplomatique à ce moment-là. Oui, moi j'étais dans la salle à La Baule à ce moment-là, et à l'époque j'étais conseiller Afrique du ministre des Affaires étrangères Roland Dumas. On vit toujours sur cette période-là. Non. En fait, François Mitterrand avait dit que la France cesserait d'aider les pays non démocratiques. Ça n'avait pas été suivi d'effet, en fait. C'est-à-dire que c'était resté largement rhétorique. On avait continué comme auparavant à aider aussi bien les dictatures que les démocraties. Donc il n'y avait pas eu de vrai changement. Y a-t-il un risque d'embrasement régional sur ces conflits ?
Oui, il y a un certain risque. Alors d'abord, il faut rappeler que ce conflit, si vous voulez, c'est la suite d'un très ancien conflit. Comme je le disais tout à l'heure, en 1994, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, à la suite de quoi le Rwanda avait déjà envahi la RDC et changé le régime sur place à Kinshasa en 1997. C'est ce qu'on appelle la première guerre du Congo. Donc c'était la première invasion du Rwanda qui ressemble un peu à celle en cours en ce moment. Et ensuite, le président qui avait été mis en place par le Rwanda, qui était Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, s'était rebellé contre cette tutelle pesante du Rwanda sur le Congo RDC et avait cherché à chasser les Rwandais et les Ougandais qui étaient associés au Rwanda. Et c'était la deuxième guerre du Congo. Et à la suite de ça, ça a continué. Et le M23, qui est le mouvement rebelle qui vient de prendre le contrôle de Goma, avait déjà pris le contrôle de Goma en 2012. Donc, vous voyez, il y a une guerre du Congo en 94-97, une deuxième guerre qu'on appelle la deuxième guerre du Congo de 98 jusqu'à 2011. En 2012, c'est Goma qui tombe, de nouveau à la demande du Rwanda, en fait, qui soutenait les rebelles à l'époque. Et donc, on est dans une nouvelle péripétie de cette guerre qui dure depuis 30 ans entre le Rwanda et le Congo RDC. On a parlé des ethnies, quelle place pour les religions dans les conflits? Alors, ce n'est pas un conflit d'ordre religieux, puisque tous les camps sont, disons, dans la mouvance chrétienne, n'est-ce pas? Au Congo RDC, les catholiques font 40% de la population, mais le reste, ce sont des protestants, 20%, et vous avez les églises du réveil, qui sont des églises un peu dissidentes, si vous voulez. Par exemple, à Kinshasa, il y a l'église kimbangiste, qui a été fondée par Kimbangu, sous la colonisation belge, et qui concerne encore 10% de la population au Congo. Et vous avez d'autres églises évangéliques. Des centaines même. Voilà. Et donc, les musulmans sont 1% de la population au Congo. En revanche, ils sont assez nombreux en Ouganda. Et il y a un groupe rebelle issu de l'Ouganda, musulman et même djihadiste, qui est actif dans l'est de la RDC, qui est en dehors du M23 dont on parle en ce moment, puisqu'il a envahi Goma. Il y a un mouvement djihadiste qui s'appelle les ADF. Ce sont des islamistes tablis, c'est une variante de l'islam radical, qui est le groupe le plus meurtrier en Afrique, au Congo, dans l'est du Congo. Ça, c'est un groupe musulman djihadiste. L'influence de la France dans cette région, Nicolas Normand, comment la situer? Alors, l'influence était assez forte au moment du génocide, puisqu'il y a eu le rapport des historiens qui s'appelle le rapport Duclerc, qui a dénoncé la complicité du régime de François Mitterrand avec le régime génocidaire Hutu au Rwanda en 1994. Mais dans les deux cas, Rwanda et Congo-RDC, ce sont d'anciennes colonies belges. Et le Rwanda, avant d'être une colonie belge, était une colonie allemande. Ce qui explique peut-être ce sens de la discipline qui existe au Rwanda par rapport à la RDC. C'est un plus petit pays. Un militarisme prussien. Un militarisme, voilà, un peu d'origine prussienne. Mais voilà. Bon. Mais la France est peu active dans ces deux pays, n'étant pas l'ancienne puissance coloniale. Ce sont deux pays qui étaient francophones. Le Rwanda est devenu anglophone. Et le Congo-RDC reste le premier pays francophone du monde. Kinshasa est la première ville francophone du monde. Il y a plus de francophones à Kinshasa qu'à Paris. Mais c'est peu de Français. Il y a peu de Français. La France est un bailleur de fonds qui n'est pas dans les premiers bailleurs de fonds. C'est un pays qui a été un peu délaissé par la France, le Congo-RDC, à tort, parce que c'est là que se joue l'avenir de la langue française, en fait. Mais plus que le Congo-Brazza? Beaucoup plus. Alors, ils sont beaucoup plus pauvres que le Congo-Brazzaville. La proportion est de 1 à 10, parce que le Congo-Brazzaville est un pays pétrolier, et qui est de la taille à peu près de l'Italie, tandis que le Congo-RDC est de la taille de l'Europe occidentale, et a moins de ressources, ou plus exactement, les ressources sont pillées. On vient de le dire pour les ressources de l'Est du Congo. Il y a aussi d'autres ressources au sud du Congo, et qui, cette fois-ci, sont exploitées par la Chine, essentiellement. Il y avait eu un acte de souveraineté française en 1978. On se souvient de Kolwezi. Nicolas Normand, c'était aussi sur ce grand territoire du Zaïre. Oui, alors à l'époque, ça s'appelait pas encore, ça s'est appelé Zaïre du temps de Mobutu simplement. Voilà. Mais effectivement, c'est un grand pays qui a été menacé de scission. Il y a eu une guerre du Congo dans les années 60 parce que le Katanga, oui, voilà, parce que le sud du Congo, le Katanga, avait fait sécession. Et donc, c'était l'ONU qui était intervenue à cette époque pour rétablir l'unité. Le
secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, était même mort dans la seule guerre que l'ONU ait entreprise, en fait, puisque les casques bleus aujourd'hui sont une force défensive. À l'époque, les casques bleus étaient une force offensive qui avait réunifié le Congo par la force. J'ajoute que actuellement, il y a une force, la plus importante force de casques bleus du monde se trouve au Congo. Ça s'appelle la MONUSCO, et c'est la seule force de casques bleus dans le monde qui a un mandat offensif en faveur de Kinshasa, donc pour défendre notamment Goma contre le Rwanda et le groupe rebelle M23. Apparemment, elle a du mal quand même. Elle a du mal parce qu'elle est constituée de casques bleus d'origine bangladeshi et indien. Ils n'ont pas envie de mourir pour le Congo et malgré leur mandat offensif, ils se sont trouvés assez peu efficaces. Mais Kinshasa est défendu, enfin le régime de Kinshasa et la région de Goma est défendu par l'armée congolaise, par l'armée de l'ONU MONUSCO, par deux milices de mercenaires embauchés par Kinshasa, une roumaine et une française d'ailleurs, des mercenaires français dont on parle assez peu, mais qui sont présents sur place, dirigés par un certain colonel Romuald, que j'ai connu personnellement, mais peu importe. C'est un ancien... C'est un ancien officier de l'armée française. Mais donc il y a des mercenaires français aujourd'hui? Non, ce sont des mercenaires d'Europe de l'Est, mais dirigés par un Français. Un nouveau Bob Denard. Oui, une sorte de nouveau Bob Denard. Ouais. Et il y a aussi des milices locales qui sont... alors, il y a un des problèmes importants que j'ai pas mentionné, c'est qu'une des milices sur lesquelles s'appuie le régime de Kinshasa s'appelle le FDLR et est constituée de Hutus qui sont supposés être d'anciens génocidaires. Et donc, le fait que le régime de Kinshasa s'appuie sur d'anciens génocidaires rwandais est un argument de Kigali en disant que cette milice FDLR, Hutu génocidaire, menace les Tutsis du Congo et aussi le régime du Rwanda, puisque ce sont en fait des Rwandais. Aujourd'hui, quel est le rapport de force avec la France? Quelle est la position de la France? La position de la France était très favorable au Rwanda jusqu'à récemment pour se faire un peu pardonner la complicité du régime de François Mitterrand avec le régime génocidaire du Rwanda. Donc Emmanuel Macron a fait de gros efforts de rapprochement, un peu au détriment de la RDC, parce que c'est comme entre l'Algérie et le Maroc, on peut difficilement être ami des deux à la fois. Il faut choisir et Emmanuel Macron semblait avoir choisi le Rwanda jusqu'à récemment. Maintenant, depuis l'invasion du Rwanda, puisqu'il y a 4000 soldats rwandais qui sont rentrés en RDC, la France, comme le reste de la communauté internationale, condamne cette violation de la souveraineté, contraire au droit international, condamne l'invasion par le Rwanda de la RDC. Donc il y a eu des déclarations françaises demandant au Rwanda de se retirer de la RDC. Mais on observe que c'est des déclarations verbales et qu'il n'y a pas de sanctions. Et donc les Congolais veulent qu'on aille plus loin. Ils voudraient qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions, n'est-ce pas, sur la Russie qui a envahi l'Ukraine, et il n'y a pas de sanctions sur le Rwanda qui a envahi la RDC. Donc c'est deux poids, deux mesures, et donc c'est un argument qu'il faut prendre en compte. Justement, est-ce qu'on peut imaginer, précisément, le Congo étant peut-être un pays trop grand, qu'il y ait une forme de sécession et de gains territoriaux qui soient gelés à l'avenir en faveur du Rwanda? Non, c'est pas envisageable, hein. Encore moins que dans le cas du Donbass pour l'Ukraine. On va pas modifier par la force les frontières et donner une prime à l'agresseur. Ce n'est pas possible. Et donc, il faudra effectivement que le Rwanda, quelle que soit la solution diplomatique qui soit trouvée, il faudra que le Rwanda évacue de nouveau le Congo et RDC, c'est certain. Leur présence n'est pas admissible. Mais pour peu qu'on les force dans cette direction, si personne ne les y oblige... Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de sanctions, donc il y a juste des déclarations, des condamnations verbales, donc c'est une pression assez faible. Mais alors, il est prévu samedi prochain une réunion régionale. Il y a deux organisations régionales, une de l'Afrique centrale qui s'appelle l'EEAC et une de l'Afrique australe qui s'appelle la SADC. Les pays de la SADC sont plutôt pour Kinshasa. Les pays d'Afrique centrale sont divisés entre le camp pro-Rwanda et le camp pro-Congo. Et il va y avoir un sommet en Tanzanie. Et où pour la première fois, enfin, dans l'histoire récente, les deux présidents du Rwanda et du Congo vont se réunir, Tshisekedi et Kagame. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. En général, ces solutions diplomatiques sont assez peu efficaces. Et pour l'instant, c'est le Rwanda qui mène le jeu. Et comment expliquez-vous, Nicolas Normand, que ces guerres, malgré le fait que ce soit des populations francophones, que ce soit l'Afrique,
que la France a un intérêt ou une histoire avec l'Afrique. Comment se fait-il que les médias en parlent si peu ? Parce que c'est un peu compliqué. Vous avez 54 pays en Afrique, 48 au sud du Sahara. Une minorité d'entre eux sont en situation troublée. On parle quand même beaucoup du Sahel parce qu'on en a parlé. Disons, oui, mais le Congo, vous avez beaucoup de Congolais en Île-de-France, par exemple. Oui, il y en a plus en Belgique qu'en France, donc on en parle plus en Belgique sans doute qu'en France. Mais pour le français, c'est des guerres lointaines, complexes, difficiles à comprendre. Donc ça explique aussi peut-être un manque d'intérêt pour une situation compliquée et lointaine. Mais on a eu plus d'histoire avec le Rwanda qu'avec l'Ukraine, par exemple, en soi. Oui, mais enfin, l'Ukraine est un pays d'Europe. On a été plus impliqué. Oui, c'est un pays européen. La menace russe vise l'ensemble de l'Europe occidentale. Donc, on est très concerné quand même par le comportement de Poutine. C'est plus facile à comprendre, l'Ukraine, que le Rwanda ? Oui, c'est plus facile parce que la pression, la menace russe, elle existe depuis longtemps quand même. Et il y a une organisation qui s'appelle l'OTAN pour se défendre. Donc, ça nous concerne très directement. Et il y a des conflits dont on parle très peu, je pense notamment au Soudan. Alors, le Soudan, c'est un conflit dont on parle moins et qui est un conflit plus grave que celui qui se passe au Congo, puisque vous avez un conflit entre deux généraux qui divisent le pays, entre le chef de l'armée et ce qu'on appelle les paramilitaires. Et là, il y a des centaines de milliers de morts, apparemment. C'est très grave. Et là, le pays est entièrement en guerre. Merci beaucoup, Nicolas Normand, ancien diplomate, ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Je rappelle le livre que vous avez publié, Le Grand Livre de l'Afrique. C'est aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale ce matin. Merci.